C'est exactement ça, d'ouvrir le dossier de l'Algérie avec vous, Bruno Retailleau, vous qui êtes en pointe face au régime algérien qui défie la France jour après jour. Vous poussez le président de la République, vous l'avez dit, puisque c'est le domaine réservé du président de la République, à prendre la parole. Et on a eu un contraste ce week-end. On a Donald Trump qui a pris plus que la parole avec la Colombie et en quelques heures, le dossier était réglé. Il avait menacé les Colombiens s'ils ne reprenaient pas leurs ressortissants. Et nous, on a un président qui ne prend pas la parole. Pourquoi ? Et est-ce que vous allez continuer à mettre la pression sur l'Élysée pour que le chef de l'État bouge ? Alors, je pense qu'il n'y a pas de prise de parole parce qu'aujourd'hui, il y a la vie d'un homme qui est en jeu, qui est Boualem Sansal, qui est un grand écrivain franco-algérien. Il a donc la nationalité française. C'est un ami, je l'ai dit, 48 heures avant qu'il ne soit arrêté injustement en Algérie. Nous étions en contact pour déterminer le moment où on pourrait déjeuner ou dîner ensemble. Donc ça me touche. Et je pense que derrière, comment dirais-je, l'attitude du président de la République, il y a la conscience de ne pas nuire à une éventuelle libération de Boualem Sansal. Quelque part, finalement, j'ai la parole beaucoup plus libre. Je pense, pour ma part, et je le vois bien avec les influenceurs, notamment cet influenceur qui avait un passeport biométrique, donc infalsifiable, qui disait qu'il était algérien. Le droit international, notre droit, c'était que l'Algérie devait le retenir, l'accepter chez elle. Donc l'Algérie a foulé au pied le droit international. Ce que je veux dire, c'est que le président de la République a tendu la main depuis longtemps, depuis des années. On a donné beaucoup à l'Algérie en termes de gestes mémoriels. Et en retour, qu'a-t-on eu ? Très peu de considération. Je pense que le moment est venu d'utiliser, en tout cas, c'est le ministre de l'Intérieur, et c'est à titre personnel que je le dis aussi, mais tous les moyens pour poser un acte de rapport de force. Voilà. Vous citiez Donald Trump. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau européen, j'avais donc Magnus Brunner, qui est le nouveau commissaire européen en charge des migrations, il y a quelques jours, et on a des instruments au niveau européen, y compris au niveau français. Par exemple, sur les droits de douane, par exemple, sur les visas, par exemple, sur l'aide humanitaire et l'aide au développement. L'Europe est la première puissance d'aide au développement et humanitaire de la planète tout entière. Il y a la note dans les hôpitaux aussi. Les Algériens doivent plus de 40 millions d'euros à la France en frais médicaux. C'est la raison pour laquelle moi je suis aussi pour qu'on sorte un peu du face-à-face entre l'Algérie et la France. Et avec François-Xavier Bellamy, je le remercie, il y a eu de voter une résolution très importante dans le cadre européen, au Parlement européen, à Strasbourg, jeudi. Et cette résolution, votée vraiment à plus de 500 voix, seuls 20 et quelques se sont déclarés contre, notamment Rima Hassan, un vrai scandale. Absolument. Et cette résolution dit quoi ? Elle met en garde la Commission en disant attention, on est en train de négocier des intérêts, notamment un accord entre l'Algérie et l'Europe. Eh bien, il faut suspendre, il faut lever le crayon tant qu'il n'y a pas la libération de Boualem Sansal, qui est âgé et qui a un cancer. C'est aussi une dimension humanitaire. Je pense qu'il faut assumer. J'avais mis sur la table aussi l'accord de 68 qui permet donc à l'Algérie d'avoir un régime très dérogatoire sur le plan de l'immigration. Mais oui, moi je suis pour que on ait un vrai rapport de force parce que malheureusement aujourd'hui. Quand vous voyez la France insoumise, vous rappelez que Rima Hassan a voté contre la libération de Boualem Sansal, contre cette résolution. Vous dites que LFI, qui prend le parti de l'Algérie tous les jours, c'est un ennemi de l'intérieur ? Non mais attendez, Rima Hassan a déclaré que l'Algérie c'était la Mecque de la liberté. La Mecque de la liberté. Elle s'oppose là à la libération inconditionnelle, immédiate de quelqu'un qui est âgé, de quelqu'un qui a un cancer. Elle s'y oppose. De quelqu'un qui est français, son compatriote. Je veux rappeler qu'il y a quelques semaines avant Noël, les Insoumis ont déposé un texte de loi à l'Assemblée nationale pour abroger le délit d'apologie sur le terrorisme. C'est incroyable. Le danger, bien sûr, le danger de la République, pour la République aujourd'hui, le danger pour la politique, ce sont les insoumis, clairement. Monsieur le ministre, le partenaire privilégié n'est plus l'Algérie, donc, dans la région, alors que le président Macron avait fait tapis en début de quinquennat concernant l'Algérie. C'est aujourd'hui le Maroc. On a souvenir d'une très belle délégation s'étant rendue au Maroc. Est-ce que vous avez obtenu des arbitrages positifs avec le régime marocain, notamment sur les laissez-passer consulaires ? Est-ce que la situation évolue ? Heureusement, elle a évolué. Je veux signaler, parce que votre antenne s'en est fait l'écho il y a quelques jours, vous savez qu'à Marseille, on a affaire à deux clans.
des mafias, de narcotrafiquants, la DZ Mafia, et puis le clan Yoda. Eh bien, avec nos amis marocains, ils ont arrêté le patron du clan Yoda, monsieur Félix Benki, qui a été enfermé et qui vont extrader. Vous avez eu cette information. Donc vous voyez bien que les relations se sont améliorées. Il y a des résultats. Pour l'instant, j'espère qu'il y en aura encore plus en matière de laissez-passer consulaire qui nous permettent de renvoyer des ressortissants marocains au Maroc. Mais heureusement, les choses s'améliorent. Alors, Bruno Retailleau, il y a des auditeurs qui voudraient vous parler. Il y a Marie-Françoise qui est avec nous d'Angers. Bonjour Marie-Françoise, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril Hanouna, merci de me permettre de m'exprimer. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Marie-Françoise. Moi, il y a une question que je me pose depuis très très longtemps, bien avant Macron. J'ai écrit à tous les ministres. Qu'est-ce qui nous empêche d'abolir le droit du sol? Parce que c'est une mesure de sauvegarde à Mayotte, en Guyane, où il y a des drames épouvantables, et en France, ça serait tout simple, alors qu'on n'a plus d'argent, la France est en faillite, ça ne coûterait rien, et ça empêcherait bien des gens de venir pour avoir la nationalité française automatiquement. Vous avez raison, Marie-Françoise. Sur Mayotte, c'est une urgence. On ne reconstruira rien à Mayotte après le cyclone Chido si on reconstruit sur du sable, si on ne met pas un terme à cette immigration illégale. Et un des appels d'air est provoqué notamment par ces jeunes femmes qui viennent accoucher, qui sont souvent comoriennes, parfois africaines, qui viennent accoucher dans la maternité à Mamoudzou, à Mayotte. Vous savez que c'est la première maternité de France pour cette raison-là. Donc, il faut vraiment durcir les conditions à mettre, et j'espère qu'on le fera. Le groupe Les Républicains ont déposé une proposition de loi qui sera examinée dans quelques jours, en février, à l'Assemblée nationale. Deuxième chose, maintenant, sur l'ensemble du territoire national, j'avais proposé, nous avions voté il y a quelques temps dans la loi immigration de janvier 2024, un dispositif précisément qui faisait qu'il n'y avait plus d'automaticité du droit du sol. C'est-à-dire que on ne pouvait plus devenir automatiquement français, il fallait le vouloir par un processus qui rappelle d'ailleurs le dispositif que Charles Pasqua avait institué en 1993, qui avait été très contesté à l'époque. Nous l'avions porté, mon groupe l'avait porté au Sénat, et nous l'avions fait voter, mais ensuite le Conseil constitutionnel a, retiré, en tout cas censuré cet article, parce qu'il considérait, le Conseil constitutionnel, qu'il n'avait pas de lien suffisant avec le texte immigration. Voilà. Merci Marie-Françoise d'avoir été avec nous sur Europe 1. Une catastrophe, le Conseil constitutionnel. et qu'est-ce qui nous empêche aussi... Marie-Françoise, elle est bien. Elle est toujours... À Mayotte, qu'est-ce qui empêche de renvoyer les gens chez eux automatiquement ? On est en train, aujourd'hui, on en prend les moyens de détection. On va même utiliser le satellite, des radars. On va même utiliser des drones, etc. Ensuite, il y a l'interpellation. On va monter une base sur un gros rocher qui est entre Anjouan et puis Mayotte pour intercepter les kwassa-kwassa. Voilà. Et puis, on a aussi un certain nombre de retenues pour quand on a des étrangers en situation régulière, pour ensuite les éloigner sur leur sol d'origine. Merci Marie-Françoise d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Je vous embrasse, bon Marie-Françoise. Courage, Monsieur le Ministre, on est avec vous. Merci Marie-Françoise. Merci, on a confiance en vous. Merci Marie-Françoise. Il y a Claude qui est avec nous de Bourgogne. Bonjour Claude. Bonjour Cyril. Bonjour Claude, merci d'être avec nous. Voilà, j'ai une question. Effectivement, il y a 25% d'étrangers qui sont en prison actuellement, si je ne trompe pas. Qu'est-ce qui nous empêche de les expulser? Parce qu'en fait, le problème qu'on entend, c'est qu'il n'y a jamais de place dans les prisons, notamment pour les mineurs délinquants. Qu'est-ce qui nous empêche d'expulser justement ces étrangers qui prennent la place? Mais justement, ce qui nous empêche de les expulser, c'est d'obtenir des pays d'origine. On parlait tout à l'heure de l'Algérie, du Maroc, etc. Ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires. Parce que comme ces gens ont commis parfois des délits, même des crimes en France, vous pensez bien que les pays d'origine sont pas pressés de les retenir. Et souvent, ces gens-là, parfois, ont brûlé leur passeport, leur pièce d'identité. Donc, il faut que nos services détectent quel est le pays d'origine, de leur provenance, première chose. Et quand on a détecté avec une quasi-certitude le pays d'origine, il faut demander à ce pays d'origine de nous envoyer un laissez-passer consulaire. Et c'est ça qui est très long. C'est ça qui est trop long. Et pourquoi on n'arrive pas à exécuter beaucoup de ces éloignements? Parce que la décision d'éloignement dépend souvent des pays d'origine. Et c'est pour ça que là encore, je parlais tout à l'heure des moyens de pression qu'on avait, les visas. Quand on nous donne trop peu
laissez-passer consulaires, on devrait pouvoir réagir en donnant moins de visas. Puisque ce sont des pays où on a des accords de développement, là encore, on devrait jouer les droits de douane pour le commerce. Il y a là encore un rapport de force à installer pour qu'on puisse mieux négocier les éloignements, les retours. Merci Claude d'avoir été avec nous sur Europe 1. Non, mais ça a coûté la vie d'Elias, par exemple. Ce temps qu'on met à trouver les papiers ou à mettre les jeunes en prison. La jeune Philippine, la jeune Philippine, vous vous souvenez, qui en septembre a été violée et avait été assassinée par un ressortissant marocain. Il avait été libéré et malheureusement, on avait eu le laissez-passer consulaire pratiquement le jour où il a été libéré. Ça a été quelque chose de dramatique. J'ai pris mes responsabilités de ministre de l'Intérieur pratiquement le même jour. J'ai dans mon bureau la photo que m'a donnée la famille de cette jeune Philippine pour me rappeler qu'il faut que j'agisse en permanence, il faut que je bouge, il faut que j'essaie de forcer le destin. Merci Claude d'avoir été avec nous sur Europe 1. Monsieur le ministre, je crois que vous devez partir, je crois que vous avez rendez-vous avec le Premier ministre. Donc, je vous le confirme. Exactement, donc vous avez du boulot. Si vous voulez dire un dernier mot, parce qu'il doit y aller. Toute dernière question à Monsieur le ministre. Vous avez tweeté, Monsieur le ministre, suite au résultat du premier tour avec Louis Boyard, qui pourrait devenir maire le week-end prochain. Le PS vient d'annoncer qu'il serait prêt à se rallier avec Louis Boyard s'il enlevait son candidat pro-Hamas sur sa liste. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Catastrophique. C'est terrible. C'est terrible et malheureusement, ce qui montre bien que pour l'instant, le PS est entre les griffes des insoumis. Exactement. Voilà. Et moi, je ne souhaite à personne de vivre avec une municipalité des insoumis. Je soutiens vraiment de toutes mes forces Christelle Niasme. Il y a 3 listes de droite. Elle a créé une dynamique au premier tour. Moi, j'appelle ces listes de droite à se rassembler parce que là, franchement, le grand combat, c'est de faire échec aux insoumis. J'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure, mais aucune mairie, aucune municipalité française ne devrait tomber sous le joug des insoumis. Oui, très vite, oui. Oui, rapidement, j'ai relu Victor Hugo ce week-end. Et en 1876, il a été élu sénateur, comme vous étiez sénateur pendant très longtemps. Et il doit partir le même. Non, mais le vrai souci, il a expliqué que on confond tout en France, l'éducation et l'instruction. L'instruction, disait Victor Hugo, dans Le Gaulois en 1876, c'est l'école qui la donne. Et l'éducation, ce sont les parents. Est-ce que justement, l'erreur de départ, c'est d'avoir fait le ministère de l'Éducation nationale plutôt que de l'Instruction nationale ? Moi je pense que cette distinction que Victor Hugo est une distinction qui est extrêmement importante. Ah ouais. Et on reproche beaucoup de choses. Je pense qu'il faudra refonder l'école. Mais il faut aussi que les familles ne s'abritent pas, justement, pour leurs échecs, en se dédouanant sur l'école. Voilà, parce que il y a la famille, l'éducation, c'est important. Et l'école, c'est d'abord l'instruction. Je plaide d'ailleurs pour que l'école se concentre sur des savoirs fondamentaux, lire, écrire, etc. Est-ce que franchement, l'école, est-ce qu'on a besoin d'apprendre à trier les déchets, etc. C'est pas le travail, je trouve, de l'école. Qu'elle se concentre vraiment sur les savoir-faire premiers. Et c'est comme ça que on permettra à notre école de devenir une école républicaine, une école méritocratique, où selon l'effort, il y aura des résultats et où des enfants de familles modestes pourront grimper dans la hiérarchie sociale. Merci. Est-ce que vous pouvez dire au Premier ministre qu'il est le bienvenu dans cette émission ? Parce qu'on a parlé très positivement de lui. Je sais, Olivier d'Artigol, que vous n'avez pas besoin de moi pour le lui dire. Vous le direz directement. Merci Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui était avec nous. Merci Cyril Hanouna. Merci beaucoup. On continue